Copo, copo, copo. Ah, le murmure de la cafetière. Voilà, le café qui monte. Et presque instantanément, t'as cette odeur riche, torréfiée, super réconfortante qui envahit toutes les pièces. Le meilleur moment de la journée, en fait. Grave. Et c'est à ce moment précis qu'un grand ours brun anthropomorphe qu'on appelle Tofu s'extirpe de sa couette. Avec ses petits bruits très sérieux, j'adore. C'est ça, il fait des petits hou hou hou, et là il entame carrément sa danse matinale. Sauf que, il fait pas ça sur le parquet, il fait ça directement sur le lit, par-dessus Miyu, sa compagne japonaise, pour la réveiller. La pauvre. Dès le matin. Mais elle subit ce réveil de tout son long, elle improvise une espèce de torsion de yoga malgré elle, elle roule à droite, à gauche, elle est complètement amusée, et surtout, totalement incapable de résister à l'appel de ce café. Parce que juste après ce réveil un peu fou, l'action se déplace dans la cuisine, la lumière des Alpes suisses filtre par la fenêtre, et Tofu prépare ce qu'il appelle son porridge zen du matin. Ah oui, le fameux porridge. Et attention, c'est pas juste de l'avoine balancée dans du lait chaud. Loin de là. On y trouve des graines de courge, des pignons de pin, un trio d'algues avec du wakame et des champignons blancs et noirs. Ensuite, il ajoute de la betterave et la touche finale, dès l'aube, c'est du miso fumant. Ça surprend toujours un peu le matin, le miso. Mais ouais. Et selon lui, ce bowl est conçu pour harmoniser le corps avec le printemps. Et là, moi je veux bien comprendre la poésie du truc, mais concrètement, Concrètement, comment ça marche? voilà, comment un bol d'algues et de champignons peut harmoniser quoi que ce soit avec une saison? En fait, est-ce que c'est pas juste une version romantisée d'une diète moderne? Alors pas du tout, en fait. Il y a une véritable mécanique physiologique là derrière qui est documentée dans nos textes sous le nom de yakuzen. Yakuzen, d'accord. Ouais, c'est la médecine par la nourriture. Contrairement à nos approches occidentales où on cherche souvent à restreindre, tu sais, compter les calories, traquer les graisses, le yakuzen cherche à accompagner un mouvement naturel. Donc on suit la nature plutôt que de la contraindre. Exactement. Si on prend ce bol précis, le choix du printemps, c'est crucial. En hiver, le corps humain, biologiquement, il a accumulé, il a stocké, il a ralenti. On hiberne un peu, quoi. Voilà, le sang, les fluides, l'énergie, tout stagne un peu pour conserver la chaleur. Mais au printemps, la nature extérieure s'ouvre, la sève monte, et le corps humain doit suivre ce mouvement. Sinon, quoi? Sinon, on subit ce qu'on appelle la fatigue printanière, tu vois, cette lourdeur physique et émotionnelle qu'on ressent souvent en mars ou en avril. Ah, purée, oui. C'est le corps qui est resté bloqué en hiver, en fait. C'est ça. Du coup, l'idée de ce porridge, c'est pas de nettoyer au sens strict du terme, mais de forcer une remise en mouvement. C'est fascinant. Si on file un peu la métaphore, c'est pas comme passer un coup de balai, c'est plus, imagine une maison qu'on a calfeutrée tout l'hiver pour garder le chauffage. Ouais, tout est fermé. Au printemps, l'air à l'intérieur, il est lourd, il est irrespirable. Et ce repas, avec l'amertume des pignons de pin, le côté marin des algues, c'est l'acte d'ouvrir violemment toutes les fenêtres pour créer un courant d'air. C'est le mécanisme exact. Les algues, avec leurs minéraux, elles aident à drainer ces fluides qui stagnent. Les aliments un peu amers, ça stimule le foie. Qui est le moteur de la circulation, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et le miso, là-dedans, il apporte la chaleur de la fermentation pour que ce réveil, justement, soit pas trop brutal pour la digestion. Donc Tofu, il met pas Miyo au régime. Il donne juste les clés à son corps pour s'aligner sur la pression du printemps. C'est hyper bienveillant, en fait. Miyu est en appel avec sa famille restée au Japon, et à travers l'écran de son téléphone, elle voit ce que ses parents mangent, du riz au bambou, des fleurs de fuki. Le printemps japonais a une identité visuelle et botanique tellement forte. C'est super spécifique. On le voit bien dans l'analyse du film qu'ils regardent ensemble un soir. C'est un film qui s'appelle Tsuchiyo Kurau, ce qui se traduit par Manger la terre. Ce titre, c'est pas une injonction à devenir un puriste élitiste de la gastronomie, pas du tout. Manger la terre, dans la philosophie du film, c'est l'acte viscéral de laisser la brutalité d'une saison traverser son propre corps. Et d'ailleurs, l'image décrite dans le texte est mémorable. On voit cette femme dans le film qui croque, mais goulûment, dans une immense pousse de bambou. Et plus tard, l'homme et la femme, souriant, avec les mains jointes devant ce magnifique bol de nourriture végétale. Ouais, le synopsis dit que cet homme mange les saisons. C'est beau comme expression. Il traverse le printemps amer, puis l'été intense, l'automne profond, et enfin l'hiver silencieux. La mécanique philosophique ici, c'est de réaliser que la saisonnalité, c'est avant tout un marqueur de finitude. De finitude. Oui, réfléchis. Un aliment produit sous serre, il meurt jamais vraiment, il est tout le temps disponible. Mais manger une pousse de bambou à la semaine exacte où elle sort de terre, c'est intégrer physiquement que la nature est éphémère. Ah, je vois. Donc, manger la terre,
C'est ingérer le fait que le printemps amer va mourir pour laisser sa place à l'été. C'est exactement ça. C'est accepter le passage irréversible du temps dans sa propre chair. En comprenant ça, il y a un mot qu'on entend tout le temps qui prend soudain une ampleur écrasante. Je parle de itadakimasu. Ah oui, le fameux itadakimasu. C'est peut-être le mot japonais le plus connu à l'étranger. On a l'habitude de le traduire par un simple bon appétit, tu vois, une petite formule de politesse sympa avant de manger. Oui, on le vide un peu de son sens. Mais devant ce film, la perspective bascule complètement. Si chaque légume de saison est l'incarnation du temps qui passe, itadakimasu, ça veut plus dire bon appétit. La traduction littérale frappe beaucoup plus fort. C'est « je reçois une vie ». Le glissement est radical, ouais. Historiquement, et les essais sur le zen le soulignent bien, le Japon a souvent accordé beaucoup plus d'importance au comment se préparer à manger plutôt qu'au quoi manger. La préparation mentale, donc. Voilà. Prononcer itadakimasu, c'est pas s'adresser à la personne en face de toi. C'est une reconnaissance verbale qu'un transfert d'énergie vitale est en train d'avoir lieu. Que ce soit un poisson ou juste une racine de navette, en fait. C'est ça. Une force vitale a été interrompue dans son cycle naturel pour permettre à ton organisme, à toi, de prolonger le sien. Et le dire à voix haute, c'est se forcer à pas l'oublier. Ça rend soudain le repas super sérieux. Il y a un poids, une vraie responsabilité. Et ça introduit très naturellement un autre pilier de l'univers de Miyu et Tofu, le concept du shojin. La cuisine des temples bouddhistes zen, oui. Dans les notes, Tofu cite un texte fondateur du maître Dogen. Il dit « Un cuisinier qui sert des aliments hors saison n'est pas encore un vrai cuisinier ». La sentence est super dure, presque intransigeante, hein. Elle est sans appel. Mais là encore, j'ai une petite réserve. Quand on regarde les images modernes de la cuisine shojin, on tombe super souvent sur des restaurants hyper haut de gamme, avec des présentations esthétiques de fou, des trucs presque luxueux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette humilité face à la vie et ce raffinement extrême? Alors, c'est une dérive très moderne, et les textes l'éludent pas du tout. Pour comprendre la racine du shojin, il faut vraiment regarder l'étymologie. Tofu l'explique d'ailleurs super bien à travers le mot japonais pour dire festin, gochiso. Goshiso, d'accord. Les caractères qui composent ce mot, ils signifient littéralement « courir partout Courir partout pour un festin. ». Ouais, parce que le luxe originel, le vrai festin, c'était pas d'avoir des ingrédients rares ou qui coûtent une fortune, c'était l'effort physique du cuisinier qui court dans la forêt, qui grimpe la montagne sous la pluie pour trouver les fougères parfaites ou les champignons exacts à ce moment précis de l'année. Ah, waouh! La valeur, c'était l'attention et la sueur, pas l'argent. Exactement. Il y a un passage du récit qui décrit un moment de silence avant le repas, où Tofu aligne parfaitement ses hachis à l'horizontale devant lui. C'est un geste très précis. Oui, parce que chez nous, dans les restaurants asiatiques, on pose souvent nos baguettes sur le côté de l'assiette, parfois en biais, ou on les garde en main. Pourquoi cette ligne horizontale, spécifiquement, est si importante? Parce qu'elle matérialise une frontière. C'est un concept lié à l'animisme et au shintoïsme qu'on appelle le kekkai. D'ailleurs, le mot hachi, c'est un homophone. Ça désigne les baguettes, mais ça signifie aussi le pont. Un pont entre quoi et quoi? Eh bien, placer ces morceaux de bois à l'horizontale, entre toi et le repas, c'est pas une question d'ergonomie, c'est tracer une ligne de démarcation claire. D'un côté, tu as le monde humain, le profane. De l'autre côté de la ligne, tu as le monde de la nature, la vie offerte, le divin. Donc quand tu lèves les baguettes, Tu franchis la frontière. c'est génial. Mais la symbolique va encore plus loin. Elle touche à la barrière ultime, celle entre la vie et la mort. Tofu rappelle qu'au Japon, pendant les funérailles, il y a un rite où l'on plante les baguettes à la verticale, directement plantées dans un bol de riz. Oui, briser cette ligne horizontale, c'est la posture des défunts. C'est la façon de manger de l'autre côté, en fait. Rien que d'évoquer cette image, je trouve que la table à manger de Miyu et Tofu, elle change de dimension. C'est plus juste un meuble sympa en Suisse, ça devient une lisière consciente avec la mortalité. L'ambiance devient super paisible, mais légèrement mystique, tu vois. Et le truc essentiel, c'est que cette prise de conscience de la mort, elle n'est pas vécue comme une angoisse qui paralyse. C'est vrai, et c'est l'enjeu de la fin du film Tsuchiyo Kurao qu'il regarde. Dans la toute dernière scène, l'homme qui a traversé toutes les saisons finit par s'asseoir à table avec une présence assez particulière. Un shinigami, un dieu de la mort. Oui, la fameuse scène finale. Quand j'ai lu ça dans nos notes, je m'attendais à un truc hyper tragique, genre la faucheuse qui vient réclarer son dû avec une musique angoissante. Pas du tout. Bah non, la description est complètement différente, il n'y a aucun effroi. La mort est assise là, de manière presque banale.
C'est pas un monstre terrifiant, ça semble juste être la continuation logique de l'hiver. L'hiver se tait et la mort prend sa place à table. C'est très doux finalement. Très doux, oui. Mais je me posais une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sombrer dans une forme de mélancolie ou de résignation triste à garder la mort aussi près de son assiette tous les jours? C'est une réaction très occidentale de penser ça. Mais la psychologie derrière cette scène démontre exactement l'inverse. L'angoisse, elle naît souvent quand on essaye de fuir ou de cacher l'inévitable. C'est vrai qu'on la cache beaucoup, nous. Dans le film, la présence tangible du Shinigami crée un basculement. L'homme ne se met pas à manger frénétiquement par peur que ça s'arrête, ni à pleurer sur le temps qui passe. Vu qu'il sait que c'est la fin du cycle, il mange avec une lenteur absolue, sans aucune urgence. L'acceptation de la finitude agit comme un ancrage, quoi. Un ancrage massif et immédiat dans la seconde présente. La peur se dissipe totalement et il ne reste que la sensation pure de la nourriture. Donc l'être humain se retrouve à porter deux réalités en même temps. D'un côté, t'es vivant, ici et maintenant, tu sens la chaleur du bol et le goût du sel. Et de l'autre, tu as cette certitude organique que ton corps, un jour, il retournera à la Terre pour nourrir un autre cycle. Manger sous ce prisme-là, c'est nourrir la vie avec la pleine conscience qu'on marche lentement vers la Terre. Et cette double réalité, c'est vraiment le cœur de la résilience que Tofu met dans leur quotidien. Et c'est là que l'ancrage en Suisse prend tout son sens. Le but de cette ours philosophe, c'est pas de créer un faux musée du Japon au milieu des Alpes. Ah non, ce serait rater l'essence même du shojin. Voilà. Il ne s'agit pas de faire venir du lotus ou du bambou par avion à grands frais pour mimer une tradition lointaine. La vraie tradition, c'est de vivre pleinement au point géographique exact où on se trouve. S'il pleut sur les vignobles suisses, Et qu'il n'y a que des artichauts sur le marché, eh bien le shojin consiste à préparer cet artichaut avec la même concentration, la même dévotion que si c'était le légume le plus rare de Kyoto. C'est vivre la réalité telle qu'elle est, sans chercher d'échappatoire. et nos textes mettent en lumière une comparaison hyper équilibrée et douce entre deux visions du monde. Tu sais, dans nos trajectoires, on déploie une énergie phénoménale pour répondre à ces questions. Comment donner du sens à ma vie? Comment trouver le bonheur? Comment laisser une trace aussi. C'est ça. C'est un élan magnifique, très créateur, mais qui peut être épuisant parce qu'il est toujours tourné vers l'avenir. Alors que la philosophie orientale, du moins celle vécue par Tofu, pose une autre question. Comment vivre paisiblement avec la conscience inaltérable de la mort? Et l'idée n'est pas de dire qu'une culture est supérieure à l'autre. Absolument pas. Aucune n'invalide l'autre. Ce sont juste deux chemins magnifiques vers une vie pleinement humaine. C'est un équilibre parfait. L'une escalade la montagne pour voir plus loin, l'autre s'assoit dans la vallée pour écouter le vent. Et de toute cette exploration, de cette routine entre un ours brun et Miou, on peut tirer des leçons tellement claires. Savoir que ce qu'on a aujourd'hui, dans l'assiette, c'est suffisant. Suivre le rythme des saisons plutôt que de s'épuiser à lutter contre. Accepter que la mort est là, pas comme une ombre qui nous menace, mais un peu comme le sel, tu vois, qui donne toute son intensité à l'instant présent. Et surtout, laisser des silences, de l'espace, que ce soit entre les plats ou dans nos relations. Pour laisser les choses résonner. Et ce qui est fou, c'est le sillage émotionnel que laisse cette histoire. En refermant les chroniques, on se sent pas du tout triste. C'est une paix absolue, un apaisement viscéral. Vivre, c'est déjà exister avec la mort. Et quand on accepte ça, la lutte s'arrête. Il reste juste à s'asseoir et à sentir la chaleur de la tasse de café. C'est magnifique. Alors pour prolonger cet état, en refermant cette exploration, il y a une pensée très intime à emporter avec soi. C'est fascinant de se promener ce soir, tu vois, en sentant l'air froid ou doux sur son visage, ou juste en regardant par la fenêtre, et de se poser cette question secrète. Dans quelle saison de ma vie suis-je en train de vivre en ce moment? C'est une grande question. Ouais. Est-ce que c'est un printemps où l'énergie de la nouveauté se mêle à une fatigue profonde, un été brûlant, plein de fracas et de lumière, un automne dense, où la sève redescend vers les racines pour se recentrer, ou bien un hiver silencieux, où la seule chose juste à faire, c'est de s'arrêter pour reprendre des forces. Identifier cette saison intérieure, ça change tout. Ça pourrait métamorphoser la texture du quotidien. Ouais. Ça changerait radicalement le goût de la soupe fumante de ce soir, ou le son rassurant du café Copo 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 demain matin. Merveilleux. Si ce moment t'a accompagné un instant, laisse peut-être une petite trace. Il est toujours possible de s'abonner doucement, de laisser un j'aime si cette exploration a réchauffé l'atmosphère, et de rester un peu plus longtemps près de ce feu pour regarder la prochaine vidéo. L'univers de Tofu in Wonderland a encore d'innombrables saisons à partager. À très vite.